Je suis Philippe Margot, vous vous en doutez. Hein. On va se rencontrer pendant à peu près une demi-heure, en deux temps. La rencontre va se faire en deux temps. Dans un premier temps, je vais vous lire le début de la première nouvelle de ce livre-là, qui est le cahier de doléances. Et puis ensuite, je vous répondrai à vos questions. Voilà. Alors on y va. Hein. Donc, première nouvelle, début de la première nouvelle de Pierre le cahier de doléances, édité par la Cédra. Où est passé le cahier de doléances? Je ne le trouve plus, il me le faut absolument. Antoinette et Joseph, les plus jeunes des 5 enfants de Louis Garnier, regardèrent leur père qui semblait vraiment très ennuyé. À Saint-Vincent, gros village de plus de 1000 habitants, c'était un homme important. Propriétaire d'un atelier où on fabriquait les meilleurs outils de la province, il employait une trentaine d'ouvriers. Il s'approcha de la maie de l'entrée sur laquelle il avait posé le précieux document avant de prendre son petit déjeuner. Il a disparu? S'étonna la fillette. Oui, se désola Louis. Pourtant, je l'avais mis là, j'en suis certain. C'est un document extrêmement important et je dois l'emporter en fin de matinée pour le présenter à l'assemblée qui se tiendra demain au chef-lieu du bailliage. C'est avec ce cahier et ceux des autres paroisses que nous rédigerons celui que nos députés porteront à Versailles. Écrit 2 jours plus tôt, le 17 mars 1789, par l'Assemblée des hommes âgés de 25 ans et plus, ce cahier de doléances contenait les plaintes et les propositions que les habitants de Saint-Vincent souhaitaient faire connaître au roi Louis XVI. En janvier, Sa Majesté avait convoqué les États généraux pour la fin mai à Versailles. Là, les députés de la noblesse, du clergé et du tiers-État l'aideraient à créer des lois destinées à réduire les injustices en France. C'est grave si vous ne l'avez pas, demanda Joseph. Très grave. Il me faut absolument le retrouver. Louis partit dans le salon. Il semblait vraiment très inquiet. Antoinette constata que la porte d'entrée bâillait. Elle adressa un clin d'œil à son jeune frère et souffla en montrant cette porte. Quelqu'un est passé par là et a volé le cahier de doléances. Il faut aider père à le retrouver. On y va. Antoinette et Joseph traversèrent le parc de la propriété familiale en se cachant. Mademoiselle Marie, leur gouvernante, avait une bonne vue et elle aimait que les règles soient respectées. Elle leur avait uniquement permis de jouer un court moment dehors avant de remonter dans le salon pour travailler. Seulement, le cahier de doléances avait été volé et il fallait le retrouver. C'était plus important que la lecture, l'orthographe et les mathématiques. Et puis, leur père avait dit qu'il devait partir en fin de matinée. Les enfants mettraient vite la main sur ce cahier et ne manqueraient pas tant de leçons et d'exercices que ça. Où va-t-on? Demanda Joseph une fois passé la grille. Comme on ignore où a pu partir le voleur, on va chercher qui il peut être, proposa Antoinette. Bravo, se moqua son frère. C'est une bonne idée. Comment tu vas trouver son nom? On ne va pas chercher son nom, rectifia Antoinette. Une pointe d'énervement dans la voix, on va simplement découvrir qui a intérêt à faire disparaître le cahier de doléances. Hier soir, j'ai entendu père dire à mère que les villageois y accusaient gravement certaines personnes. Avec ce cahier, notre bon roi connaîtra ceux qui font souffrir son peuple et il les punira. Et qui sont ces personnes, mademoiselle Je sais tout? Je n'en sais rien, mais je sais où en entendre parler. Allons où la voir. Les femmes causent beaucoup là-bas. Ils traversèrent le village toujours aussi discrètement. En chemin, Antoinette expliqua à son frère qu'il était très important de retrouver ce cahier de doléances pour 2 raisons. D'abord, leur père devait le présenter à l'assemblée du chef-lieu. Les habitants de Saint-Vincent comptaient sur lui. Ensuite, les députés qui participeraient aux États généraux y seraient désignés. Elle était certaine que leur père serait l'un d'eux et irait à Versailles où il rencontrerait le roi. Joseph et elle seraient encore plus fiers de lui. S'il n'a pas de cahier de doléances, conclut-elle, il ne sera jamais député. Le temps était gris, mais il ne pleuvait pas. Heureusement, car Antoinette et Joseph se tenaient tapis derrière la haie
qui bordaient le chemin aboutissant au lavoir. « Pourquoi il faut encore qu'on se cache ?» demanda le garçon. « Mademoiselle Marie ne peut plus nous voir. »« C'est des lavandières qu'il faut se cacher, plus que de Mademoiselle Marie. Si elles nous aperçoivent, elles n'oseront plus parler. Et puis regarde là-bas, qui vois-tu ? Jeanne, notre servante. Oui, elle lave ici et elle sait que c'est l'heure de nos leçons. Elle pourrait nous dire de rentrer et même nous raccompagner à la maison. Allez, tais-toi et écoute. » Un merle se posa sur le toit du lavoir et chanta. Comprendre les paroles des lavandières était difficile avec le bruit de l'eau et celui des battoirs. S'y ajoutait maintenant le chant de ce détestable oiseau. Antoinette saisit un caillou et le jeta dans sa direction. Il ne le toucha pas, mais passa assez près pour l'effrayer et le faire s'envoler. Malheureusement, le caillou atteignit le toit, roula, et en retombant, frôla Joséphine, la servante du notaire. « Ah, qu'est-ce que c'est que ça ? Voilà qu'il pleut des pierres !» Les lavandières la regardèrent surprises. Avant de se remettre à battre le linge, Honorine s'esclaffa. « Il faudrait peut-être dire à nos hommes d'ajouter ça dans le cahier de doléances. Le roi doit arrêter de faire pleuvoir des pierres. » Les femmes éclatèrent de rire. Chacune se remit ensuite au travail. Jeanne retira son drap qui trempait et commenta tout en appuyant dessus avec force pour en chasser l'eau. Sans plaisanter, il est bien ce cahier de doléances. Avec, le roi va apprendre plein de choses sur nos misères. Tu crois qu'il n'est pas au courant ? Penses-tu, à la cour de Versailles, on ignore la vie des pauvres. Ce sont surtout les nobles qui ne veulent rien savoir. Pas seulement les nobles, les gens d'église aussi. Pour notre curé, il nous connaît. Ça ne l'empêche pas de nous faire payer les cérémonies de baptême, de mariage et même les messes en souvenir de nos morts. C'est dans le cahier de doléances, mon Jean me l'a assuré. Il n'a pas le choix, notre curé. Tous les revenus de la dîme partent chez l'évêque et ensuite chez les cardinaux. Il faut bien qu'il ait de quoi vivre, le malheureux. Il n'empêche qu'on l'a écrit dans le cahier de doléances, même que ça n'a pas plu au curé. En voilà un qui peut l'avoir volé, pensa Antoinette. La fillette aurait aimé en entendre davantage, mais soudain, elle reconnut une voix familière. « Bonjour, mesdames, s'il vous plaît, n'auriez-vous pas vu Antoinette et Joseph ?»« Mademoiselle Marie les cherchait jusqu'ici. » Antoinette se réjouit de sa prudence et n'attendit pas la réponse. Tirant Joseph par le bras, elle souffla. « Viens, et fais-moi. » Voilà, c'était le début de la première nouvelle de Qui a volé le cahier de doléances. On est en 1789, c'est la Révolution, et c'est une histoire d'histoire, une histoire de gens du quotidien qui se passe pendant un moment historique très important. J'aime beaucoup écrire sur l'histoire, hein. Ça c'est une de mes spécialités. J'écris pas que ça, mais j'aime beaucoup écrire ça. Alors maintenant, on va en venir aux questions. On va voir une question de Jade pour commencer. Rêvais-tu d'être écrivain à notre âge ? Eh bien, là, je vais commencer par vous surprendre. Pas du tout. Je ne rêvais pas du tout d'être écrivain. Moi, j'aimais les mathématiques, les sciences et le dessin. J'aimais pas les livres, j'aimais pas lire, j'aimais pas écrire. Et vraiment, pour moi, c'était une galère. Donc, je suis devenu maître d'école grâce aux mathématiques, aux sciences. Et c'est tout à fait par hasard que je me suis intéressé aux livres, bien plus tard, lorsque j'avais 24 ans. Alors là, maintenant, on peut passer à la deuxième question de Dimitri. Quel métier voulais-tu faire ? Je vous ai dit que j'aimais le dessin. Eh bien, j'aimais le dessin. J'aimais dessiner. Voilà. Donc, j'aurais vraiment beaucoup aimé être illustrateur. C'est pour ça, certainement, que j'ai beaucoup d'admiration pour mes illustrateurs. Par contre, je ne sais pas quoi. J'ai tellement de complexes par rapport à ça que je ne dessine plus du tout. Et maintenant, une question d'Émilie. Comment es-tu devenu écrivain ? Je vous ai dit que c'était par hasard. Hein.
Euh, j'étais j'étais donc maître d'école, j'avais 24 ans, et un jour, un organisateur m'a dit, tiens, il y a un écrivain, allez chercher à la gare de Blois, dans la chaire, où j'étais enseignant, et est-ce que tu pourrais aller le chercher et l'emmener dans une classe? Alors, moi, un écrivain dans une voiture, moi qui n'aimais pas lire, qui n'aimais pas écrire, c'était quelque chose qui m'impressionnait beaucoup. Et finalement, bien j'ai emmené cet écrivain parce que je ne pouvais pas faire autrement. Et puis, je suis resté au fond de la classe et je l'ai écouté parler aux élèves. Et là, j'ai compris une chose que je n'avais pas compris lorsque j'étais là. Moi, je croyais que pour écrire, il fallait aimer écrire, il fallait être bon en orthographe et il fallait faire des jolies phrases du premier. Moi, je ne suis dans aucun de ces trois cas. Je, je n'aime pas écrire, j'ai mal aux mains quand j'écris. Je suis pas formidable en orthographe et je ne sais pas faire des jolies phrases de premier. Mais là, en étant écrivain, eh bien, j'ai compris qu'on écrivait avec ses émotions. En fait, un livre, c'est un partage d'émotions. Dans le livre, l'écrivain met ses émotions, il parle avec son cœur, et les, les lecteurs, eh bien, partagent ses émotions. Voilà, ça c'est ce que j'ai compris. C'est pas là que j'ai décidé d'écrire. Alors, ce que j'ai oublié de vous préciser, c'est que l'écrivain en question, j'avais de la chance parce que c'est quelqu'un de très très chouette. Depuis, j'ai appris à le connaître personnellement, c'est Christian Grenier. Voilà, maintenant c'est un ami. Et donc, je m'appuyais, enfin, c'est pas là que j'ai décidé d'écrire. En fait, j'ai décidé d'écrire 3 ans plus tard, à la suite d'une blague à la cantine de l'école avec une amie institutrice. Moi, j'aime beaucoup blaguer avec les gens qui ont de l'humour, et j'ai blagué avec cette amie. Cette amie, euh, indirectement, elle m'a donné l'idée de faire écrire une histoire à mes élèves. Et ces élèves, je ne savais pas, enfin, j'avais des élèves en difficulté scolaire. J'étais enseignant spécialisé et je travaillais avec des élèves en difficulté scolaire. Et donc, j'avais 13 ans, je voulais les intéresser au livre. Et en fait, je me suis dit, ce qui serait formidable, eux qui n'aiment pas écrire, c'est que je fasse écrire une histoire, que cette histoire, je la fasse publier, et qu'ensuite on la monte en pièce de théâtre pour pour les élèves de ma collègue. Et en fait, je croyais à l'époque que si je connaissais un éditeur, il paierait la fabrication d'un livre écrit par mes élèves. Ça, c'était économiquement pas du tout viable, mais je ne le savais pas. Donc je me suis mis à écrire tout seul dans mon coin, en me disant, mon petit gars, t'es prétentieux, tu n'y arriveras pas. Et puis je me suis pris au jeu. Pendant 1 an et demi, j'ai écrit mes histoires comme je pouvais. J'étais toujours maître d'école, bien sûr, j'avais aussi d'autres occupations, donc j'écrivais très très peu. Et finalement, eh bien, au bout d'1 an et demi, j'ai osé envoyer mes histoires à des éditeurs. Je les ai envoyées par la poste, je ne connaissais personne. On était au tout début des années 1980. Et là, j'ai eu des refus, beaucoup de refus. Et à ce moment-là, je me suis dit, je ne suis pas plus bête qu'un autre, j'y arrive. Et à partir de là, j'ai commencé à corriger mon travail, corriger. Il a fallu encore 1 an et demi pour que Flammarion, à qui j'avais envoyé une de mes histoires, me dise, passez nous voir à Paris, ça nous intéresse. Et donc, je suis passé à Paris. Et là, on m'a donné des conseils pour écrire. J'ai repris mon travail beaucoup, et tout doucement, j'ai amélioré mon texte. Finalement, 4 ans après, eh bien, ce livre est sorti. Il s'appelait Cornes de roc, étoiles de Yacht et le vol. Hein. Ensuite, une fois que je me suis pris au jeu, voilà, c'est devenu plus fort que moi. Et le jour de la sortie de Cornes de roc, étoiles de Yacht, eh bien, j'ai décidé d'en faire mon métier. C'est ce jour-là, c'était le 16 octobre 1986. Ce jour-là, je me suis dit, j'en ferai mon métier. Et donc,
À partir de là, j'ai davantage écrit, de plus en plus. Autrefois, j'écrivais au maximum, à mes débuts, j'écrivais quoi, 1 ou 2 heures par mois, c'est-à-dire rien du tout. Maintenant, quand je suis en période d'écriture, j'écris facilement 8 heures par jour. Donc, pas d'une traite, bien sûr, mais j'écris beaucoup. Voilà, maintenant, chez moi, même si l'écriture est toujours difficile pour moi, c'est devenu indispensable. Voilà. Alors, maintenant, autre question, cette fois de Léa, combien as-tu écrit de livres? En tout, j'en ai écrit une grosse centaine. Depuis 1986, ça peut paraître beaucoup, mais c'est pas comme ça. Dont 6 à la CEDRAP, les 6, et voilà, tous les 6 dans la collection Histoire, Histoire en tête. Voilà. Ce sont des histoires d'histoire. Je vous ai dit que c'était une de mes spécialités. En fait, quand j'étais élève, je n'aimais pas non plus l'histoire. C'est tout à fait par hasard que je m'y suis intéressé. C'est-à-dire qu'un jour, ma maman m'a raconté beaucoup son histoire lorsque j'étais enfant. Entre autres, elle était née en 1908, la manière dont elle avait vécu la guerre la guerre 1914-1918. Et un jour, je l'accompagnais sur la tombe de son papa, et qui a été tué à côté de Reims, dans un petit village qui s'appelle Verzenay. Et là, je me suis dit, c'est ça la vraie histoire, c'est l'histoire des gens. Et à partir de là, je me suis intéressé, j'ai écrit mon premier livre historique, qui est en fait l'histoire de ma maman. Je lui avais demandé de réécrire cette histoire sur un papier, et je l'ai réécrit à ma manière. J'en ai fait un roman qui est devenu La guerre de Lyon, roman qui a bien marché au départ, qui ne fonctionne plus maintenant. Voilà. Alors ensuite, comment travailles-tu? Comment je travaille? Alors, je vais vous montrer comment je travaillais d'abord. Voilà. Autrefois, à l'époque de Corne de Roc et Poil de Yak, ça c'est mon deuxième manuscrit, je travaillais comme ça, c'est-à-dire que j'écrivais à la main, avec une écriture de cochon. Ensuite, je retapais à la machine à écrire, puis je découpais et je collais dans un autre cahier. C'était fastidieux, vraiment très pénible, d'autant que, comme certainement beaucoup d'entre vous, moi, quand j'écris à la main, j'ai mal. Voilà, j'ai mal au bras, et ce n'est pas du tout facile pour moi. Ce qui fait que quand j'ai pu m'acheter un ordinateur, là, ça a été un énorme soulagement. Et maintenant, j'écris sur ordinateur, j'écris sur écran. C'est comme ça que je suis à l'aise. Et ensuite, je corrige. Alors par contre, je corrige très peu sur écran parce qu'en fait, les corrections sur écran sont assez difficiles pour moi. Les corrections sur écran, je ne vois pas certaines choses. Je les vois sur papier. Et par exemple, voici une version Qui a volé le cahier de doléances, voilà, corrigée sur papier. Et je peux corriger vraiment beaucoup. En général, lorsqu'un livre sort, je l'ai au moins corrigé une dizaine de fois. C'est nettement, voilà, c'est facile à reprendre. Sur ordinateur, je préfère recommencer plein de fois. Évidemment, la première correction est très pénible. Il y a tellement de choses qui ne vont pas parce que lorsque j'écris ma première version, je ne m'occupe que d'une chose, c'est de raconter mon histoire. Je ne m'occupe pas de l'orthographe, je ne m'occupe pas de la beauté des phrases, je raconte mon histoire. Tant pis s'il y a des répétitions, tant pis s'il y a des fautes d'orthographe. Si je ne sais pas écrire un mot, ce qui m'arrive assez souvent, je ne vais pas voir dans le dictionnaire à ce moment-là. Parce que si je vais voir dans le dictionnaire, je risque de perdre le fil de mes idées. Et ça, c'est très embêtant. Donc, voilà, je sais pas comment, enfin, je corrige, voilà, tout doucement, par petites touches. Le plus recommencé de livre, je crois que j'ai 17 versions.
Voilà, le moins recommencé, je dois en avoir 4. C'est-à-dire rien du tout. Hein. Alors, est-ce que je continuerai ce travail longtemps? Sincèrement, je ne sais rien. Tant que j'ai envie de raconter des histoires, oui. Et j'ai très très envie de raconter des histoires. Donc, on vit dans un monde perpétuel d'histoire. Hein. Lorsque j'étais enfant, je vous ai dit que je n'aimais pas les livres, que je n'aimais pas lire, mais par contre, je me racontais une foule d'histoires en jouant beaucoup. Hein. Moi, je jouais énormément, je m'inventais des histoires sans cesse, soit avec mes copains, soit tout seul. Et donc, en fait, c'est cette imagination-là, aujourd'hui, que j'utilise. Par exemple, pour moi, un stylo peut être un simple stylo, mais il peut devenir une baguette magique, il peut devenir une épée, il peut devenir une fusée. Avec tout ça, il y a vraiment, enfin, voilà, cette imagination, elle est perpétuelle. Puis je vous ai dit que j'écrivais beaucoup d'histoires, tout simplement. L'histoire, un jour, tout à l'heure, je vous ai dit que je m'étais appuyé sur la guerre d'Eliane, et en fait, en appuyant sur la guerre d'Eliane, j'ai découvert que l'histoire, donc, c'était l'histoire, le quotidien des gens. En fait, l'histoire, c'était une énorme pelote. J'ai vu un petit fil qui dépassait et je l'ai tiré. Et depuis, je ne cesse de le tirer et je vois sans cesse des histoires autour de moi. En plus, l'histoire a un intérêt que je ne connaissais pas quand j'étais élève, c'est que ça permet de comprendre le monde d'aujourd'hui. Pour Pierre Boulez, le cahier de doléances, c'est une histoire autour de la Révolution, mais le cahier de doléances, voilà, raconter les misères des gens. Et donc, voilà, aujourd'hui, on s'aperçoit que si on ne fait pas attention, si les injustices continuent d'augmenter comme elles augmentent actuellement, bien, on ira à des moments où il faut venir vers plus de partage. Hein. Dans mon histoire, je dis qu'à Versailles, on ne connaissait pas on ne connaissait pas la misère des gens. Les nobles, non, qui vivaient à Versailles, à la cour du roi, ne connaissaient pas la misère des petites gens. Ils n'imaginaient même pas, ils ne pouvaient pas l'imaginer. Aujourd'hui, j'ai peur que un certain nombre de gens ne parviennent pas à imaginer cette histoire. Voilà, donc alors, autre question, voyons, une question de Sophie. Est-ce que quelqu'un t'aide à écrire tes livres? Alors, oui, enfin, d'une certaine manière, non, normalement j'écris seul. Quelquefois j'écris avec des amis, mais c'est juste de temps en temps. Avec des amis écrivains, par exemple du gymnase. Ensuite, chez moi, j'ai la chance, chez moi, avant d'envoyer mon texte, je le donne à lire à ma femme. J'ai la chance qu'elle soit une excellente lectrice. C'est-à-dire que, en fait, elle regarde mon manuscrit, elle la note, ça ressemble un peu à des corrections de maîtresse d'école. Elle est d'ailleurs maîtresse d'école. Hein. Et c'est des remarques du genre « Qu'est-ce que tu as voulu dire ?» Là, je ne comprends pas. Là, cette phrase-là, elle est lourde. Hein. Et quand elle a fini de lire, on va s'asseoir dans le fauteuil de notre salon. Et puis là, elle me commande ses remarques. Et en général, je peux vous assurer qu'elle m'énerve, parce qu'elle n'a rien compris. Elle m'énerve sérieusement. Mais je l'écoute. Je me suis engagé à l'écouter, je l'écoute. Et alors à ce moment-là, je continue, une fois qu'elle m'a fait ses remarques, je ferme le manuscrit, je le laisse dormir pendant 2 ou 3 jours, et ensuite je reviens sur les remarques qu'elle m'a faites qui sont annotées. Et là, je m'aperçois qu'elle a raison à peu près 9 fois sur 10.
c'est bien d'avoir un regard extérieur. Par exemple, lorsque votre maître ou votre maîtresse ou votre prof vous dit « Mais qu'est-ce que tu as voulu dire là? Je ne comprends pas. » Pourtant, dans votre tête, c'est clair. Et ça, c'est un vrai problème d'écrivain. Comment faire passer ce qu'on a dans sa tête, dans la tête de son futur lecteur? On n'a que les mots, on n'a que la page blanche pour ça. Et donc, il faut bien s'expliquer, pas trop s'expliquer, mais bien s'expliquer pour lui faire comprendre ce que l'on a voulu dire. Et donc, voilà, vous avez déjà des problèmes d'écriture. Ensuite, moi, tout à l'heure, je vous ai dit, ah oui, si, voilà une autre question. Une question de Louise. Louise me demande, comment est-ce que tu fais est-ce que tu fais des fautes et comment tu les corriges? Oui, je vous ai déjà dit tout à l'heure que je faisais des fautes, bien sûr, ça m'arrive. Ça m'arrive de temps en temps de faire des fautes. Ces fautes, ça arrive à tout le monde, hein. Mais je m'aperçois que plus je corrige, plus je m'améliore, en fait, hein. Je sais qu'il y a une dizaine d'années, un jour, ma femme lisait un de mes manuscrits et m'a dit « C'est incroyable les progrès que tu fais en ce moment. » Par exemple, vous, si vous vous dites « Moi, je suis nul en orthographe, je ne peux pas écrire », c'est complètement idiot. Comment voulez-vous faire des progrès si vous n'écrivez jamais? Si vous écrivez, bon, il y a certaines personnes qui sont à l'aise en orthographe, il y en a d'autres qui le sont moins. Mais c'est pas parce que on est moins à l'aise en orthographe qu'on n'a rien à dire. Donc il faut oser écrire. Et une fois que l'on a écrit, eh bien après il faut corriger. Ça, c'est souvent très pénible, hein. Moi, je sais que la correction, c'est quelque chose qui me pèse beaucoup. Mais plus je corrige, plus j'y trouve du plaisir. En fait, mon métier d'écrivain, je le compare assez à celui de du métier de mon père. Mon père était maçon. Il est mort en 1966, il y a longtemps. Et en fait, à cette époque-là, les tractopelles n'existaient pas. Je ne sais pas si vous le savez, mais pour pour construire une maison, il faut d'abord faire des fondations. Les fondations, c'est un trou dans lequel on va couler du béton avec de la ferraille pour que la maison soit bien posée sur quelque chose de solide. Eh bien, à l'époque de mon père, comme les tractopelles n'existaient pas, les maçons le faisaient à la pelle et à la pioche. C'était très très pénible. Et mon père disait qu'il détestait les fondations, faire des fondations. Et puis après, ces fondations, eh bien, plus elles avançaient, plus il y avait plus il trouvait du plaisir à monter les murs. C'est-à-dire, une fois que les fondations étaient faites, ben, il montait les murs, et alors il disait que lorsqu'il faisait l'enduit à la fin, lorsque la maison était finie, eh bien, il trouvait ça, là, il avait un très très grand plaisir. Moi, c'est un peu la même chose. Écrire la première version est douloureux, la première correction est très très douloureux. Là, on est sur les fondations, et puis ensuite, plus je vais avancer dans les corrections, plus je vais y trouver du plaisir. Et je peux vous garantir que lorsque j'arrive à la fin de mon texte, lorsque j'ai réussi, lorsqu'il me plaît, lorsque j'ai réussi à le faire comme je le voulais, là je peux vous dire que j'ai un plaisir vraiment extrêmement. Je suis très très heureux et ça me fait oublier toutes les difficultés qu'il y a avant. Parce que l'écriture, c'est ça aussi. C'est même si on peine à certains moments, parce que d'abord, je ne connais pas d'écrivain qui écrit toujours facilement, il y a toujours un petit moment pénible, hein, eh bien, même si on peine, on va au-delà de cette pénibilité et finalement, on, on arrive à quelque chose qui nous plaît, qui nous rend vraiment heureux. Un petit peu comme vous, si vous peinez sur un devoir que vous donne votre maître, votre maîtresse ou votre prof, eh bien, si vous peinez, mais que vous obtenez une super note, ou que votre grand-mère, par exemple, lise votre histoire et vous dise « Ah, qu'est-ce que c'est bien !» Voilà, vous êtes heureux, vraiment heureux. Et si vous avez peiné, je pense même que vous pouvez l'être encore plus. Voilà, je crois vous avoir dit à peu près l'essentiel de ce que je voulais vous dire, d'avoir répondu à vos questions. Donc je vais vous quitter. Je vais vous souhaiter encore beaucoup de plaisir avec les livres. Alors,
quand je vous disais que quand j'étais enfant, je n'aimais pas les livres, ne soyez pas aussi bête que moi, parce que je ne me suis intéressé vraiment aux livres qu'à partir de l'âge de 24 ans. Et j'ai raté plein de choses. Donc si vous aimez les mathématiques et les sciences et le dessin, n'oubliez pas aussi les livres. Il faudra peut-être faire un effort pour y goûter, mais une fois que vous y aurez goûté, vous serez vraiment heureux. Et puis la lecture, c'est pas seulement lire des gros livres, c'est aussi lire des textes courts. Hein. Il faut savoir lire court, lire long, et puis tout doucement, vous trouverez du plaisir avec les livres. Et si vous écrivez, ce que je vous souhaite, vous trouverez aussi du plaisir. Et vous verrez aussi que vous ferez des progrès, entre autres en orthographe. Voilà. Au revoir. Et puis, très belle journée.